Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Vincent Rouex, qui est président directeur général de GFI. Vincent Rouex, bonjour. Bonjour. En fait, j'aurais dû dire PDG de Inetom, puisque c'est aujourd'hui le grand jour. Depuis aujourd'hui. Et finalement, si on vous reçoit, c'est parce qu'il y a un triple changement aujourd'hui, un changement de nom, un changement d'identité et un changement de positionnement. Bon, évidemment, c'est pas dans cet ordre-là qu'il faut prendre les choses, hein, c'est plutôt le positionnement qui a fait que vous avez changé de nom et d'identité. Exactement. On va pas s'attarder trop sur le fait que vous ayez changé de nom. Donc ce nom, quand même, Inetom, il va falloir le faire en parler, hein, faire en sorte que parce qu'il y a toujours un temps de latence qu'on n'imagine pas, qui est assez long. On va parler de vous encore pas mal de temps sous le nom de GFI. Inetom, ça vient d'où? Alors, j'ai lu que vous aviez fait référence à incrementum, ça fait un peu latin. D'où ça sort? Ça veut dire savant, un peu? Alors, non, c'est toujours un exercice compliqué, hein, de choisir un nom qui est, vous l'avez évoqué, qui est la cerise sur le gâteau d'un programme beaucoup plus large. Mais effectivement, on a choisi ce nom qui est une déclinaison d'incrementum, qui peut retracer le latin, qui veut dire croissance, et qui représente bien ce qu'on a été et ce qu'on souhaite continuer à être, qui rappelle un peu nos racines latines, puisqu'aujourd'hui, même si on a évolué en 10 ans et que la France aujourd'hui représente 40% de l'activité, on a quand même un barycentre d'activité très fort sur l'Europe du Sud. Et puis c'est un nom qui, globalement, en comparaison à Groupement Français d'Informatique, qui est quand même plus international et un peu plus neutre. On n'a pas voulu prendre une consonance trop anglo-saxonne, ne correspond peut-être pas à notre ambition. Et donc on pense que c'est un nom fédérateur et qui, à travers le logo et la charte graphique, en tout cas, nous semble correspondre à ce que nous sommes et ce que nous voulons être demain. Très bien. Alors, parlons bien sûr de l'entreprise. Tout ça fait suite. Alors, il y a eu un certain nombre d'événements, mais GFI, c'est une vieille entreprise. Hein, c'était créé en 1970, mais il y a eu des événements récents, dont le rachat de Yesisa, qui est la filiale informatique de El Corte Inglés, que tout le monde connaît, qui a fait que vous êtes devenu un groupe international. Donc, c'est 27 000 salariés, présents dans 26 pays, un chiffre d'affaires de 2,3 milliards. Donc, ça donne un peu, la description générale de l'entreprise. Maintenant, en termes alors on va pas parler du positionnement tout de suite, mais en termes d'entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'il y avait il y a pas si longtemps? Alors, premier sujet, vous l'avez évoqué, hein, nous on a décidé entre guillemets, de capitaliser sur ce dernier événement, qui est un événement majeur, l'acquisition de Yesisa en plein Covid, pour prendre cette décision de replatforming, de rebranding et donc de changement de nom du groupe. Un sujet qu'on avait quand même dans l'esprit depuis longtemps, parce que vous le citez, GFI a de grosses qualités, c'est un peu d'histoire pour nous importante. Une des plus anciennes SS2I, on dit ESN maintenant, mais on disait SSCI à l'époque. SSCI, exactement, oui, mes cheveux gris me permettent de me souvenir. Et donc il y a un peu d'émotion. Mais c'est vrai que plutôt que d'annoncer, vous savez, nos actionnaires, il y a quelques années, nous avaient demandé déjà de considérer ce sujet. Et moi, je considérais que plutôt que d'annoncer qu'on changeait de plateforme de marque et de nom et puis qu'on allait se transformer, on a préféré avancer, continuer, se transformer. Hein. On a fait l'acquisition de 32 sociétés et on est passé de 500 millions à 2,3 milliards, vous le citiez, en 10-11 ans. Et venir aujourd'hui, en bénéficiant de cet événement qui est l'acquisition de Yesisa, qui est majeur pour nous, hein, c'est la plus grosse acquisition, hein, qui nous situe maintenant à ce niveau d'activité, je dirais, dans les gros acteurs, en tout cas en Europe, profiter de cet événement pour créer le momentum, venir externaliser ce que nous sommes devenus, et c'est vrai qu'à travers ces acquisitions, et même de l'organique, les gens et nos équipes et nos clients ont toujours la vision historique de ce qu'est GFI. Et avec cet événement, ce qu'on souhaite, c'est faire un zoom sur ce que nous sommes devenus, que cette prise de conscience soit là et qu'on puisse maintenant travailler pour donner la force à la nouvelle marque, force qui existait à la marque GFI, hein, mais pour conduire notre développement sur les années futures. Donc c'est vraiment la traduction du passage en quelques années d'une entreprise de services franco-française avec cette étape en 2016 de la prise de participation d'une entreprise qatari au capital. Et puis maintenant, vous êtes beaucoup plus diversifié puisque plus de 60%, ou 60% à peu près de votre chiffre d'affaires est à l'international. Donc ça veut dire que vous êtes passé dans une nouvelle ère. Et je me souviens quand je vous avais rencontré en 2016,
2013, à l'occasion de la prise de participation. J'avais en fait résumé ça en disant les performances d'une grande, la flexibilité d'une petite. Alors maintenant, vous n'êtes plus une petite. Donc comment vous allez faire pour garder finalement cet habillage des deux qualités ? Oui, vous avez raison, et c'est une de nos valeurs fortes qu'on veut garder, d'ailleurs, qui est dans la plateforme de marche, c'est cette démarche d'intrapreneur ou d'entrepreneurship, comme vous voulez. En tout cas, moi, je crois beaucoup à notre capacité à conserver dans notre ADN cette intimité, agilité qu'on a avec nos clients, cette présence locale, cet ancrage dans les écosystèmes locaux, que ce soit, bien sûr, le monde éducatif, mais aussi les gouvernements et bien sûr, les environnements industriels. Et ça, on attache beaucoup d'importance à capitaliser sur ce point important qui fait qu'on va garder cette souplesse, cette agilité et être pas en opposition, mais une alternative aujourd'hui aux grands acteurs que vous connaissez. On a beaucoup travaillé pendant les dernières années, bien sûr, pour se transformer. On a parlé du chiffre d'affaires, mais surtout aussi pour transformer nos modèles, être capable d'être plus industrialisé, d'avoir de la valeur ajoutée, plus de valeur ajoutée, de créer plus d'offres globales. Aujourd'hui, on délivre 200 millions d'euros autour de l'intégration des SAP, 250 millions autour d'autres systèmes, d'autres ERP. Et puis plein d'autres sujets. Donc ce travail, il vient aujourd'hui structurer notre démarche, mais tout en gardant ces valeurs qui font notre différenciation, puisque j'ai coutume de dire que dans nos métiers, que ce soit services et solutions, l'exécution du collectif est un élément de différenciation énorme. Et donc, on continue, on souhaite. Et je dirais que les acquisitions qu'on a pu faire sont aussi, d'un côté, peuvent présenter des difficultés d'intégration, d'homogénéisation de l'ADN de ces sociétés qu'on a acquis, mais sont un véritable atout pour garder cet équilibre entre une grande société et cette démarche d'entrepreneur qui fait la différence. Dans le communiqué de presse que vous avez publié à l'occasion de cette annonce, vous mentionnez le caractère intégré. C'est-à-dire que vous prétendez, en tout cas vous mettez en avant cette idée que vous êtes une entreprise intégrée. Pour une entreprise de service, finalement, ça veut dire quoi une entreprise ? C'est un vrai sujet sur lequel on travaille depuis longtemps et nous, on a fait le choix de travailler avec 3 grands axes. Un axe local, qui est le pays ou une région sur lequel on a une activité de service de proximité qui est très dur à intégrer en tant que tel, puisque la performance et la qualité des prestations qu'on réalise, elle est souvent liée à l'écosystème local de nos équipes. Mais on a mis en place toute une stratégie, d'abord de ce qu'on appelle chez nous des lignes d'activité qui sont multi-pays, autour des SAP par exemple, autour de l'intégration de systèmes, Sage, Microsoft, Salesforce, autour des solutions, autour de nos centres de services nationaux, autour de l'innovation, où on a des organisations transverses qui vont créer le ciment, qui vont faire qu'aujourd'hui, quand vous êtes en France, et c'est une expression qu'on aime bien, on a une France en termes d'opération qui est une France élargie, étendue, qui fait appel à des centres de services de delivery en nearshore, au Maroc, en Europe de l'Est, mais aussi pourquoi pas en Amérique latine. On a aussi une France qui fait appel à des centres d'innovation, 8 centres d'innovation qui sont dans nos pays. On a une France qui fait appel à des activités où l'expertise est située dans notre pays, et c'est sur ces structures d'organisation qu'on crée le ciment. Ne pas rester, et c'était notre volonté, nous on pense qu'il y a un véritable avenir et un véritable sujet dans l'intégration, dans la fédération de nos équipes autour de cette nouvelle marque, à faire travailler des équipes pluridisciplinaires, et ça passe par ces lignes de force que sont nos activités d'intégration. Et je pense que c'est un sujet de développement majeur, avec un dernier point. Toute notre stratégie internationale a été structurée d'abord dans une démarche d'accompagnement de nos grands clients. De la France, on est parti en Afrique. De l'Espagne, on est parti en Amérique latine. La France, on est parti en Europe de l'Est. Dans une première approche qui était de dire, nous allons servir nos clients, bien sûr auprès des headquarters, mais dans leurs activités locales, là où ils sont. Et ça, c'est une approche qu'on a suivie et qui permet, à travers la compte management, la gestion de nos grands comptes, on prend Orange, on prend BBVA pour l'Espagne, on prend Société Générale aussi avec qui on travaille en Roumanie, nous permet d'avoir une fédération, une intégration de nos équipes. Et donc ne pas rester dans un modèle pur de proximité où effectivement intégrer une offre de proximité, à part le brand et à part les process, je dirais que c'est un peu limité. Donc, très bien. Voilà. Alors, on va parler aussi maintenant du positionnement. Et également dans la présentation, à l'occasion de cette annonce, vous parlez de GFI, donc Inetum, maintenant, en tant qu'expert en digital flow.
Alors, je vous dis franchement, digital, on en parle. On essaie de dire numérique d'ailleurs, mais on est un peu obligé de parler de digital. Digital Flow, c'est un concept qui m'est pas encore très familier. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? Bien sûr. Et est-ce que c'est juste une espèce de ripollinage de quelque chose d'existant, ou ça correspond véritablement à quelque chose de plus profond? Non, je crois que, si vous voulez, depuis quelques années, on parle de transformation numérique, transformation digitale. Bon, je crois que, de toute façon, moi, je suis arrivé en 2006, je crois, chez GFI, tous les ans, on expliquait qu'on se transformait. Nous, on pense qu'on est passé dans l'ère post-transformation digitale. Alors là, j'avoue, quand j'ai lu ça, j'étais un peu surpris parce que je vois un certain nombre de rapports d'entreprises qui montrent que en particulier les entreprises françaises ont encore beaucoup de chemin à faire pour cette transformation digitale. Oui. Donc, je suis un peu surpris de vous entendre parler de post. Mais on est post-ère transformation digitale dans la mesure où on parle de transformation digitale avec un début, une fin. Nous, on dit aujourd'hui, c'est un flux continu. C'est un process. Un process qui à travers les nouveautés, les innovations qui viennent de nos grands partenaires éditeurs, et c'est bien sûr l'innovation qui peut venir aussi de ce que nous faisons, est un flux qu'on doit maîtriser, canaliser et démultiplier pour nos clients au profit, bien sûr, des problématiques économiques et financières, mais aussi de leur performance, mais aussi sociétale. Et donc, on s'inscrit plutôt maintenant dans une démarche continue qui est de dire, sur la base de notre approche d'innovation, sur la base des métiers que nous maîtrisons, comment accompagner nos grands clients pour capitaliser ces flux autour du digital, de la data, et en créer des business models, en créer une activité, en créer des nouvelles sources de croissance, revenus et de bien-être pour les administrés, par exemple, autour de la Smart City, autour de l'industrie. Et donc, on est plus, pour moi, et c'est l'image qu'on a voulu donner. On parle de transformation d'un point A à un point B et vous atteignez votre transformation. On pense qu'aujourd'hui, la rapidité d'évolution des nouveaux usages est telle qu'il faut se remettre en cause en permanence et surtout être force de proposition chez nos clients. Que faire de la richesse de la data qu'ils peuvent avoir dans différents métiers pour créer les métiers de demain et exploiter demain l'arrivée de la 5G. Voilà, c'est un process continu plus qu'un. Donc en fait, c'est une cible mouvante. On n'a pas fini la transformation digitale. C'est une idée assez simple, peut-être voire simpliste, mais en tout cas, il faut l'expliquer et dire qu'on a commencé quelque chose, mais finalement, il y aura sans doute pas de fin. Et il faut se remettre en cause en permanence. Et c'est ce qu'on essaye de faire, être force de proposition auprès de nos clients. Et alors, en termes d'activité, vous citez l'omnicommerce, l'industrie 4.0, la cybersécurité, les smart cities. Il y en a un cinquième que j'ai plus en tête, mais en gros, c'est les 5, et aussi le smart banking, c'est les 5 piliers de l'activité de GFI demain. Alors, c'est pas les 5 piliers. On a essayé, nous, à travers nos métiers, qui restent quand même nos métiers, d'outsourceurs, de TMistes, pour les TMA, de réalisation de projets, de conseils, pour accompagner nos grands clients. Traditionnel. On a créé ce qu'on a appelé chez nous des practices, qui viennent agréger toutes nos compétences au service d'un métier pour, sur la base d'une stratégie d'innovation qu'on a développée à travers nos Fab Labs, être capable d'être force de proposition sur des nouveaux usages. Bien évidemment, sur la partie bancaire, sur la partie Smart City, sujet très vaste, sur l'industrie 4.0, comment agréger nos compétences autour de SAP, du PLM, avec l'IoT, avec la data, et tous les sujets qu'on regarde autour de la data, avec l'IA, bien sûr, de la computer vision, pour créer des solutions qui vont accompagner le développement de nos clients, parfois leur survie, quand ils sont attaqués sur leur marché, et être capable d'ouvrir un champ de développement pour le futur. Donc on a ces sujets, on est en train de travailler sur la partie utilities, sur la partie santé, qui est un sujet majeur aujourd'hui. On a des sujets que nous poussons autour de ces points-là, qui vont porter notre développement, mais surtout, là encore, un sujet de fédération de nos équipes. Qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien que sur ces sujets, on est parfois multisectoriel, comme les Smart Cities, puisque bien sûr on s'adresse à des collectivités, mais on s'adresse aussi à leurs fournisseurs, dans l'énergie, dans les télécoms, dans les transports, dans la santé, et on s'adresse aussi à la totalité de notre couverture d'expertise et technologique. Et donc ça fédère aussi, c'est un élément de fédération, où on peut trouver d'ailleurs, en Espagne on a un centre d'expertise autour de la Smart City dédié à la mobilité, on a en Belgique un autre, et ça nous permet aussi d'être un ciment d'intégration et de fédération. Donc c'est une sorte de R&D interne un peu appliqué bien sûr. Appliqué, exactement.
exactement. Nous, notre sujet dans l'innovation, c'est bien l'innovation sur les use cases, sur les... C'est ça, c'est comment faire pour utiliser les technologies, et les technologies en soi Exactement. De l'IA, oui, mais appliqué, de la blockchain, oui, mais appliqué à quoi? Oui. Et c'est d'être force de proposition avec nos clients, dans une démarche souvent de co-innovation d'ailleurs. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on évolue. Alors, quand on regarde les remarques que font les salariés de GFI, il y a des sites comme ça où les gens s'expriment. Alors, il faut écréter un peu parce qu'il y a parfois des avis. Mais je dirais qu'il y a quelques idées forces qui sortent. C'est GFI est devenu une usine. GFI, ce sont des organisations et réorganisations incessantes. GFI, vous l'avez un peu dit d'ailleurs, ce sont des acquisitions incessantes. Ouais, donc, qu'est-ce que vous répondez à tous ces salariés qui finalement évoquent quelques sources d'inquiétude, on pourrait dire. D'inquiétude, oui. Alors, il est clair que le mouvement crée l'inquiétude, et ça je le comprends aisément. On essaie d'expliquer, on essaie de fédérer. Nous, bien évidemment, notre plan, il a toujours été basé sur une capacité de croissance organique, ce qu'on a à peu près toujours délivré. Ce sera peut-être un peu plus compliqué cette année avec le Covid, mais on a, en tout cas, même en dehors de France, cette année, on fera la croissance organique, une croissance organique qui est accélérée par de la croissance externe. Externe qui a été structurée depuis le début sur des axes très précis pour renforcer l'expertise, pour nous apporter des tailles critiques sur certains domaines qui nous permettent d'opérer de façon plus efficace. Parfois, bien évidemment, c'est mal compris peut-être ou vécu ou peut-être mal expliqué, parce que la qualité perçue est un élément essentiel. Mais en tout cas, je crois pas qu'on soit dans une démarche de réorganisation permanente. On est plutôt dans la stabilité des équipes. Et moi, je crois beaucoup à la stabilité des équipes et la capacité à capitaliser. Après, il se trouve qu'on a un marché qui, depuis quelques années, est un marché très fluctuant, où il y a des appels d'air de tous les côtés. Donc, il y a des gens, effectivement, qui nous quittent. Mais enfin, globalement, on a une capacité d'attractivité qui a été jusqu'à l'an dernier. Alors, cette année, c'est spécial, mais l'an dernier est assez bonne. L'évolution de nos organisations, elle est surtout liée à l'évolution du volume d'activité que nous avons. On est passé de 500 à 2,3 milliards. Il est clair qu'il faut la maturité de notre organisation, obligé d'évoluer. Mais j'insiste, moi je suis ingénieur et je ne crois pas à la disruption, je crois à la continuité des évolutions. On essaie de faire de la promotion interne et de voir comment on peut accompagner nos équipes dans l'évolution de l'organisation et de la taille de la société. C'est un point fondamental pour moi. Mais je crois surtout, ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, bien sûr qu'il y a une zone d'incertitude quand on passe de 500 à 2 milliards, on pense qu'on a changé l'environnement. Je pense que c'est aussi pour les gens autant d'opportunités. Parce qu'une société de services qui ne croit pas, c'est une limitation profonde sur l'évolution des carrières des gens. Et c'est pour moi autant d'opportunités. Je dois avouer que j'ai été toujours surpris parce que ces opportunités sont souvent pas prises. Nous, on a mis en place des programmes pour essayer d'envoyer à l'étranger ou faire venir des étrangers en France. C'est quelque chose qui est compliqué, alors que c'est quand même pour moi, pour créer cette intégration dont vous parliez, qu'un a fait le moins essentiel. Comment travailler ensemble, comment créer c'est une sorte d'Erasmus interne. On essaye, mais on a peu de répondants. Mais peut-être qu'on communique mal. Donc, et l'occasion de communiquer autour de nouvelles plateformes et autour d'Inetum, c'est effectivement de mettre en exergue, depuis ce matin, ce qu'on a vu, c'est que nos équipes internes ont pris, à travers cette démarche, ont pris conscience de ce qu'on était. Sortir je parle pour tout le monde, sortir de sa zone de confort, c'est toujours un peu compliqué. Alors c'est un risque bien sûr, mais cette opération nous permet de visualiser et de s'approprier, je pense, pour nos équipes, la taille du groupe. Passer de 500 à 2,3 milliards, c'est pas neutre. Et effectivement, en termes d'organisation interne, c'est pas neutre. Et certains peut-être ne se reconnaissent pas, mais nous souhaitons, nous, garder cet ADN qui fait qu'on doit pouvoir se reconnaître dans cette évolution. Donc on va le dire, stabilité dans le mouvement, d'une certaine manière. C'est ce qu'on essaye. Je conclurai sur un dernier point que vous avez déjà évoqué. On est, comme vous le disiez, on le sait, dans une période difficile. Les prévisions, les chiffres et les prévisions du Syntec sont quand même assez alarmistes, si je puis dire, avec des taux de croissance, des taux de décroissance assez élevés. Comment vous situez-vous dans cet environnement-là et comment vous voyez l'avenir proche? On ne va pas faire les plans sur la comète à 5 ans, mais en tout cas, la fin de cette année et l'année prochaine, comment vous voyez les choses? Écoutez, vous disiez, la difficulté aujourd'hui, c'est la fiabilité des prévisions. Parce qu'aujourd'hui, on considère que, pour nous,
L'impact Covid, il est assez clair. En interne, très peu d'impact. On a su s'adapter. L'impact, il est surtout sur la vague de problèmes économiques que rencontrent nos clients, qui aujourd'hui prennent des mesures de restriction sur l'exécution budgétaire, décalent des projets. Donc nous, et on se félicite, a posteriori, c'est toujours facile, mais d'avoir conclu cette opération IESISA en plein Covid, puisque quand on regarde l'impact sur nos 26 pays, la France est le pays qui est le plus touché en termes de performance. C'est vrai d'ailleurs sur le PIB, mais en tout cas, nous aussi, on a une décroissance en France qui est plus importante et qui est alignée avec ce que prédit le Syntec. Heureusement, l'international est en croissance. Donc on espère, nous, bien sûr, on va être impacté. Alors, toute chose étant égale par ailleurs, vu ce qui se dit aujourd'hui, je ne sais pas si on sera reconfiné, pas reconfiné, mais en tout cas, quoi qu'il advienne, l'ambiance qu'on voit aujourd'hui chez nos clients, le télétravail, l'ambiance globale de l'atmosphère en France fait que, même en Espagne, peut-être demain, on ne voit pas une reprise très forte arriver. On voit plutôt les choses qui avaient déjà démarré un peu en juin continuer à reprendre vie, mais de façon lente et progressive. Donc moi, je pense que l'année, on va essayer de la terminer encore positif à l'étranger, bien sûr, en décroissance sur la France. Le Q2 a été le plus fort, on est en train de revenir, et on espère maintenir les -3, -2, -3% globalement, en organique, avec l'opération, l'apport de l'externe sera bien sûr très positif, très bien. Ça c'est clair. Écoutez, on vous a reçu en tant que PDG de GFI. En tout cas, Vincent Rouex, PDG d'Inetom, merci beaucoup. Merci.